Afrique. Heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Washington Forum. Jacques Aristide en direct de New York. Cette semaine, gros plan sur l'attentat d'Orlando. L'Amérique toujours en quête de réponse 4 jours après le carnage dans une boîte de nuit homosexuelle en Floride. Omar Mateen a-t-il tué par haine de l'Occident, par homophobie ou les deux? Quels étaient ses liens avec les djihadistes? Quel impact sur la campagne présidentielle et l'épineuse question du contrôle des armes à feu aux États-Unis? Éléments de réponse à venir. Washington Forum. Bienvenue et mille merci pour votre fidélité à Washington Forum. Omar Mateen, un New-Yorkais d'origine afghane de 29 ans, est devenu dimanche dernier l'auteur de la pire fusillade dans l'histoire des États-Unis. Bilan, au moins 49 morts et une cinquantaine de blessés. Le groupe État islamique a revendiqué cette attaque alors que de nouveaux éléments continuent d'émerger sur cet homme et ses motivations. Mais pour le président Barack Obama, en déplacement ce jeudi à Orlando, c'était un tueur en colère, dérangé et instable qui s'est radicalisé. Avant d'entamer notre décryptage avec nos invités, un rappel des faits avec Bagassi Koura. Dimanche, 2 heures du matin, le pulse est encore bondé. Dans cette vidéo filmée à l'aide d'un téléphone cellulaire, on entend les premiers coups de feu. Les gens criaient aidez-moi, aidez-moi. Ils étaient coincés parce qu'il n'y avait pas d'issue de secours visible. À 2h07, la boîte de nuit publie cette annonce sur son compte Facebook. Sortez tous du pulse et courez. Un policier, employé de la boîte, tire sur l'assaillant, Omar Mateen, âgé de 29 ans. Il avait un fusil et ce pistolet. Mateen reste dans le club et continue de tirer. Dans un appel au service d'urgence placé avant l'attaque, il déclare son allégeance au groupe État islamique. À 3 heures du matin, la police antiterroriste arrive. Il aura fallu 3 heures pour maîtriser la situation. Le bilan est lourd, 49 morts et 53 blessés. C'est l'attentat le plus meurtrier depuis le 11 septembre 2001 aux États-Unis. C'est une attaque dévastatrice pour tous les Américains. C'est particulièrement tragique pour les habitants d'Orlando, mais cela aurait pu arriver n'importe où. Cette tragédie est vite devenue un sujet de polémique entre les candidats potentiels à la présidentielle. Je vais suspendre l'immigration des pays qui ont une histoire d'actes terroristes contre les États-Unis, l'Europe ou nos alliés, jusqu'à ce que nous sachions comment mettre fin à ces menaces. La rhétorique anti-islam fait du tort à la grande majorité des musulmans qui aiment la liberté et détestent le terrorisme. Comme après chaque drame du genre, le débat sur le contrôle des armes à feu est relancé. Mais il fera certainement long feu selon les observateurs. En attendant, les derniers éléments de l'enquête indiquent qu'Omar Mateen aurait fréquenté la boîte de nuit à plusieurs occasions. Les enquêteurs interrogent également sa femme sur ce qu'elle savait sur la préparation de l'attaque. L'heure d'entrer dans le vif du sujet avec nos invités. Depuis notre studio de Washington, Faten Belghit, en charge du dossier Afrique du Nord au sein du Centre d'études sur l'islam et la démocratie dans la capitale américaine. Via Skype, Riyad Sidawi, directeur du Centre arabe de recherche et d'analyse politique et sociale à Genève. De Paris, Alain Rodier, directeur de recherche chargé du terrorisme et de la criminalité organisée au sein du Centre français de recherche sur le renseignement. Alors, Riyad, je vais commencer par vous. On parle de ce tueur, Omar Mateen. Alors, il aurait prêté allégeance au groupe État islamique avant son passage à l'acte et d'après des témoignages, voulait que l'Amérique arrête de bombarder son pays d'origine, l'Afghanistan. Il aurait également fait référence au frère Tsarnaev, auteur des attentats de Boston. Son épouse et elle sous la loupe des enquêteurs. Alors,
Alors, ce qui m'amène à vous poser cette question, il semblerait évidemment qu'il avait des motivations politiques. Qu'en pensez-vous? Problème, face à la grande question, le terroriste est-il un psychopathe ou un rationnel qui a un projet politique? Ce terroriste, est-ce qu'il est psychopathe, donc c'est l'objet de la psychanalyse, ou il a un projet rationnel, donc c'est l'objet des sciences politiques? En fait, il y a un enchevêtrement, elle est à la fois psychopathe, mais peut-être dans une vague d'un certain rationalisme ou d'une certaine planification d'avoir un État islamique. Mais si je souligne ça dans tous les médias, il faut oublier que Daesh existe en tant que structure mondiale. En tant que structure, je suis sûr que ce terroriste ne fait pas partie de Daesh. Ça n'existe pas, c'est une illusion. Mais la doctrine, l'idéologie, oui, elle est internationale. Elle est partout, dans tous les pays. Presque aucun pays n'est épargné de la littérature de Daesh, via la mondialisation, via surtout Internet, ce que nous appelons les loups errants. Et apparemment, c'est un loup errant, ça veut dire qu'il ne fait pas même partie d'un groupe terroriste, d'une cellule dormante, ce que je veux dire d'une dynamique interne d'un groupe terroriste. Parce que tuer dans toutes les cultures, c'est interdit, mais quand tuer devient un acte héroïque, quand il s'inscrit dans une dynamique interne d'un groupe social. Par exemple, un militaire, quand il tue son ennemi, il est vu de sa population comme un héros, pas comme un criminel. Mais dans toute société, tuer quelqu'un, c'est un crime. Donc, je vois que c'est un loup erré, mais influencé par cette littérature internationale, financée par des hommes d'affaires et financée par des gens ou des États, en fait accusés par quelques États qui financent ou qui soutiennent cette littérature, cette doctrine de terrorisme et d'extrémisme. Donc, elle a passé à l'acte par la marginalisation d'Internet. Oui. Oui, Alain Rodier, certainement, voulait réagir à ce que vient de dire Riyad. Mais alors, un admirateur de Daesh peut-il donc très bien choisir de tuer en priorité des homosexuels en tant que soldat du califat, selon les termes même des djihadistes? Alain Rodier, vous m'entendez? J'ai l'impression qu'on a un petit problème avec le son. Alors, on va... Oui, je vais m'adresser à Faten. Alors, j'espère que vous m'entendez, Faten. Oui, alors, Faten? Malheureusement, peut-être qu'il y a un petit problème avec... Alors, Riyad, j'espère évidemment que vous m'entendez toujours. Évidemment, vous savez, les gens se posent pas mal de questions à ce propos. Ce jeune... Oui. Il est... Voilà, Rodier. Oui, Alain Rodier, j'espère que vous m'entendez maintenant. Donc, je reviens vers vous. Donc, je vous demandais, un admirateur de Daesh peut-il donc très bien choisir de tuer en priorité des homosexuels en tant que soldat du califat, d'après les termes des djihadistes? Non, il me semble qu'on a toujours un problème avec Alain Rodier. Je vais m'adresser maintenant à notre invité de Washington. Faten, alors vous, quelle lecture vous faites de cette situation? Sur les motivations de Omar à faire cet acte que je trouve un acte terroriste. Mais je ne pense pas que je suis là pour parler de ses motivations. On ne peut pas décider si c'est un acte terroriste par rapport à ses motivations. Lui seul, il est capable de donner ses motivations. Mais je juge la situation selon ses actes. Cette personne-là, elle a commis un terrible crime envers 50 personnes innocentes. Il a planifié ça. Il est parti au club plusieurs fois. Il a trouvé sensibles des gays, des latinos. Apparemment, ce que tout le monde est en train de dire dans la presse, c'est qu'il a une haine spéciale envers les gays et les latinos. Donc, il a planifié ça. Ce sont des innocents. C'est clair que c'est un acte terroriste. C'est pas
C'est pas seulement parce qu'il voulait appartenir, parce qu'il est dérangé ou fâché. Et puis, ce qu'il a dit, lui aussi, c'est... je partage avec Iyad, il a dit peut-être qu'il est en train d'essayer de se voir comme étant un héros de la société et tout. Mais moi, j'y crois seulement ce qu'il est en train de dire. À son appel, il a dit que j'appartiens à ISIS. Il a été interrogé auparavant 2-3 fois. Il a un historique avec ses commentaires à propos de supporter des djihadistes et des groupes terroristes. Donc, je ne sais pas c'est quoi ses motivations, mais ses actions expriment pleinement que c'est un acte terroriste. Oui. Voilà. Alors, vient de nous rejoindre depuis le Canada, Dr Gilles Chamberlain, expert en psychiatrie légale, professeur adjoint à l'Université de Montréal. Merci d'être avec nous. Alors, chaque jour qui passe, nous découvrons une nouvelle facette de la personnalité de ce tueur. Était-il lui-même homosexuel, un habitué du même club gay où il a perpétré le massacre? Son entourage parle d'un homme très discret, mais raciste et violent. Alors, docteur Chamberlain, la question, les enquêteurs pourront-ils dresser le profil définitif de cet individu pour le moins complexe? Définitif, probablement pas. Il va toujours rester des points d'interrogation. Mais ce qui est clair, que pour les victimes, on commence à comprendre un peu mieux. Les actes terroristes auxquels on était habitués, c'était des actes terroristes de masse. On a eu des explosions dans les marathons, des attaques de boîtes de nuit. Mais là, ciblé sur les homosexuels. Et ce qu'on apprend par la suite, c'est que cet individu-là aurait probablement eu lui-même des pulsions homosexuelles. Donc, ça n'est pas l'acte terroriste lui-même. Il faut vraiment croire en ça pour faire un acte terroriste. Mais ça explique peut-être le choix des victimes que lui a privilégié. Mais ces nouveaux éléments, docteur Chamberlain, doivent-ils pour autant l'éloigner du fait qu'il s'était également radicalisé? Non, je crois pas. Je crois que c'est un individu qui, si effectivement, posons l'hypothèse qu'il avait lui-même des pulsions sexuelles, il était vraiment mal pris avec ça. C'est tout à fait interdit dans sa religion. Pourtant, même se voit pris avec ce genre de pulsions-là, la façon de se dissocier de ces pulsions-là pour montrer que lui n'en a pas, c'est de s'attaquer à ce groupe-là. C'est quelque chose qu'on retrouve assez, je dirais pas régulièrement, on retrouve parfois chez des individus qui vont agresser, cibler des groupes homosexuels pour manifester qu'ils sont en vie. Pour eux, le besoin de faire ça rejoint quelque chose de plus même noble dans leur tête à eux. Maintenant, je le répète, le choix des victimes, dans son cas à lui, reflète probablement une position avec laquelle ça devenait étonnant. Si ma mémoire est bonne, son père aurait même dit que les homosexuels seraient jugés par Dieu, dans le sens de juger négativement. Donc, il vivait dans un environnement qui exclut totalement et qui bannit les pulsions homosexuelles. Si lui-même était pris avec ce genre de pulsions-là, ça devient invivable et ça peut peut-être précipiter les gestes. Alors, je vais tenter de m'adresser à nouveau à Alain Rodier. J'espère qu'on a pu établir la communication avec vous, Alain Rodier. Alors, vous pensez quoi de toute cette situation? Bon, d'abord, je pense qu'il faut revenir à des fondamentaux. Là, nous avons vraiment affaire à un acte terroriste lancé par un individu vraisemblablement isolé, l'enquête le dira, mais se revendiquant ouvertement du groupe État islamique. Bon, ce groupe État islamique a une idéologie, comme Al-Qaïda d'ailleurs. Cette idéologie, c'est l'islam radical, et l'islam radical condamne totalement l'homosexualité, donc ce qui peut tout de même expliquer l'objectif qu'il s'est fixé, en dehors, effectivement, des pulsions personnelles qu'il peut avoir, mais tous les terroristes et tous les tueurs ont leurs propres pulsions, etc. Et donc, ça vient un petit peu ensuite devant un tribunal pour la culture de l'excuse, sauf qu'il ne passera pas devant un tribunal puisqu'il est décédé. Mais il faut revenir vraiment au fait que, lancé par son idéologie, eh bien, il a tenu à viser particulièrement la communauté homosexuelle, mais à travers elle, il a tenu à viser en réalité
les États-Unis et globalement l'Occident. Voilà, madame, messieurs, vous restez avec nous. La seconde partie de Washington Forum après cette pause. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. N'Djamena d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. Merci de suivre Washington Forum. Jacques Aristide avec vous. Plein feu sur l'attentat d'Orlando. D'emblée, 2 commentaires Facebook. Khalil Ahmad de Luanda, Angola. L'acte barbare qu'il a commis aura absolument un impact sur la course à la Maison-Blanche. Ça rend compliqué la campagne, mais le vrai ou la vraie politicienne remportera les élections. Christian Dierabé N'Djamena, Tchad. L'Amérique est très mal vue suite au discours prononcé par Trump. C'est un impact négatif. L'Amérique doit revoir sa politique sur le port et la vente des armes à feu. Orlando, San Bernardino, Boston. Depuis les attaques terroristes du 11 septembre 2001, l'Amérique est victime d'attentats commis par des individus isolés. Un bref récapitulatif avec John Lyndon. Le 15 avril 2013, 2 bombes artisanales explosent à quelques mètres de la ligne d'arrivée du marathon de Boston. Bilan, 3 morts et au moins 264 blessés. Rapidement, les auteurs sont identifiés. Dzhokhar et Tamerlan Tsarnaev, 2 frères d'origine tchétchène. L'aîné est tué, le second est arrêté, puis reconnu coupable d'au moins 30 chefs d'accusation et condamné à la peine de mort par injection létale le 15 mai 2015. Autre lieu, autre tragédie. San Bernardino le 2 décembre 2015. Une fusillade a lieu dans un centre spécialisé pour personnes handicapées. Bilan, 14 morts et 21 blessés. Les 2 suspects, Syed Rizwan Farouk, 28 ans, employé du département de la santé, et Tashfin Malek, son épouse, 27 ans, ont été tués au cours d'un échange de tirs avec la police. L'attaque sera revendiquée par l'État islamique. Une première sur le sol américain. Enfin, Orlando, le 12 juin dernier, Omar Mateen ouvre le feu au Pulse, une boîte de nuit gay. 49 morts, 53 blessés. Le bilan le plus lourd depuis les attaques du 11 septembre 2001. Pour le FBI, San Bernardino, Boston ou Orlando sont des attaques menées par des loups solitaires. Nous retrouvons nos invités. Faten Belghit en charge du dossier Afrique du Nord au Centre d'études sur l'islam et la démocratie à Washington. Alain Rodier, directeur de recherche chargé du terrorisme et de la criminalité organisée au sein du Centre français de recherche sur le renseignement. Et Riyad Sidawi, directeur du Centre arabe de recherche et d'analyse politique et sociale à Genève. Alain Rodier, nous venons de voir tous ces actes terroristes perpétrés par des citoyens américains dans leur propre pays. Ce terrorisme intérieur incarné par ce que certains appellent les loups solitaires, est-il devenu le plus redoutable aux États-Unis? Alors aux États-Unis et ailleurs, c'est pas forcément le plus redoutable, mais c'est celui contre lequel les forces de sécurité ont le plus de mal à lutter. Pourquoi? Eh bien parce que ces individus qui agissent dans leur coin ont le nom loup solitaire. Alors je ne sais pas si on peut toujours entendre Alain Rodier. Malheureusement, moi, je ne l'entends plus. J'espère qu'on va pouvoir rétablir la communication avec Alain Rodier. Alors justement, Alain Rodier qui disait, pas qu'aux États-Unis, la France vient de connaître un nouvel attentat commis là encore par un loup solitaire. L'assassinat lundi dernier d'un couple de policiers par un Français né de parents marocains. Alors, Riyad Sidawi, comment combattre la méthode du loup solitaire?
connaître. Il faut dresser un profil. Moi, ça fait des années que je travaille sur le terrorisme. Manifestement, on a quelques problèmes. Alors, je vais peut-être poser cette même question à Faten. J'espère que vous m'entendez, Faten, depuis notre studio de Washington. On va essayer de rétablir la communication avec nos deux invités via Skype. Évidemment, vous savez, la connexion via Skype, des fois, ça nous joue pas mal de tours. Alors, Faten, comment combattre ce phénomène du loup solitaire? Ce que je pense, c'est qu'il faut arrêter de supporter ce discours de haine par les politiciens. Il faut arrêter de marginaliser les gens. Il faut arrêter de parler qu'on doit parler du support de la communauté musulmane à part, la communauté des gays, la communauté juive ou chrétienne à part. Il faut être solidaire. Il faut être ensemble. Les gens aujourd'hui regardent les musulmans et ils disent qu'est-ce que vous pouvez faire pour arrêter ça? Parce qu'en fait, ils sont en train, on se sent un peu responsable, on se sent touché parce que c'est horrible. C'est quand tu trouves que quelqu'un il est en train d'utiliser votre religion pour tuer des innocents. On n'accepte pas cela, mais et on souffre autant que vous parce que à chaque fois qu'on entend un attaque ou un tueur, on se demande, on espère que c'est pas un musulman parce qu'on sait que les gens ils vont mettre toute la blâme sur nous. C'est comme si je dois être responsable et consciente de chaque musulman, qu'est-ce qu'il pense dans sa tête. Si quelqu'un il pense à tuer des gens à Chicago, à Seattle ou à Maryland ou même si ici à Washington, c'est ma faute, c'est ma responsabilité. Je devais réagir, je devais faire quelque chose. Or, moi aussi, je peux être victime de ces attentats. C'est pour ça ce que je pense, il faut arrêter de diviser la communauté. On est là, tout le monde. Ces attentats depuis le début de Ramadan, il y avait des attaques à Paris, en Turquie, à plusieurs pays du monde. Et aujourd'hui, on est en train de souffrir cette attaque à Orlando. Il faut se solidariser, il faut travailler ensemble, s'unir. Il faut pas marginaliser les gens parce que moi, par exemple, en tant que musulman, quand j'entends Trump en train de dire qu'il faut que les musulmans quittent le pays, il faut les superviser, les contrôler. Heureusement, je peux décider, je peux savoir que c'est pas la pensée, le discours de tous les Américains, mais des gens comme Omar, des gens comme ceux qui ont fait des attaques avant, ils savent pas ça. Ils vont sentir qu'ils sont en attaque et qu'ils ont besoin d'être protégés, de faire partie d'un groupe qui va les soutenir, qui va expliquer, en quelque sorte, le protéger de cet acte, de cette haine. Et c'est pas bien parce que des gens instables comme ça, ils vont répondre partout dans le monde à l'appel d'ISIS et ils vont faire plus d'attaques et on veut pas que ça soit normal. On pleure quelques jours, on change de profil et voilà, après on continue. Il faut trouver une solution. Source à ce problème et évidemment ça ne sera pas de lancer toute la blâme sur les musulmans ou sur les gays ou les latinos parce qu'ils sont hors normes de la société. Oui, alors Riyad Sidawi, ce mode opératoire risque-t-il d'entraîner pas seulement l'Amérique mais aussi le reste du monde dans une nouvelle spirale sécuritaire? Ben oui, le reste du monde. Moi, j'ai travaillé l'Algérie. Moi, je suis algériologue. J'ai travaillé la décennie noire du terrorisme islamiste en Algérie. L'Algérie a perdu 200 000 morts les années 90. Tous les 3 mois, il y a un attentat terroriste de la Libye. Daesh est devenu un micro-État officiel, ou en Syrie, ou à Fallujah, en Irak, ou à Mossoul. Donc le terrorisme frappe partout, n'épargne aucun État. C'est pour cela qu'il faut connaître ces terroristes. Et moi, j'ai dressé un profil, si vous voulez, sociologique et psychologique de ces terroristes. Elle est souvent jeune, de base éduquée, souvent célibataire, oui, alors, même parfois démariée. La théorie de suicide de Durkheim, marginalisée, elle a un choc sentimental. On les trouve plus dans les sciences exactes que les sciences sociales. On n'a pas des terroristes sociologues ou des terroristes philosophes ou des terroristes juristes. Par contre, on a des médecins et des ingénieurs terroristes. Donc,
quand on connaît le profil déjà de ce jeune terroriste, on peut le contrer. Puis l'idéologie du terrorisme de Daesh, qu'est-ce que c'est cette idéologie? J'ai entendu l'islam radical. Oui. C'est quoi l'islam radical? C'est très général. Moi, je pense que Al-Qaïda, c'est le fruit d'une combinaison entre le wahhabisme saoudien et le djihadisme égyptien. Alors le temps passe très vite. Je vais m'adresser au docteur Chamberlain qui est toujours avec nous. Docteur Chamberlain, pensez-vous que le cas Mateen pourrait éventuellement aider à mieux comprendre ce qui se pousse un jeune individu qui est né de parents d'immigrés à commettre des actes terroristes contre sa propre patrie? Oui, absolument. Premièrement, il y a un effet d'entraînement aussi dont on n'a pas parlé. À partir du moment où quelqu'un agit, les autres peuvent être plus portés à agir. On le voit pour les suicides, on le voit pour ce genre d'événements-là. C'est sûr que les profils vont se raffiner et permettre de mieux déterminer qui est à risque de devenir un terroriste. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'il y a un certain pourcentage où c'est carrément de la maladie mentale, des gens qui vont se mettre à délirer, qui vont agir, et ceux-là sont à peu près imprévisibles. Mais oui, plus on va avoir d'événements comme celui-là, plus ça va nous permettre de raffiner le profil, des événements malheureux, mais dont on va peut-être pouvoir tirer quelque chose. Alors, Alain Rodier, j'avais quelques problèmes tout à l'heure, je ne vous entendais pas. J'aurais aimé vous poser cette question très rapidement. Alors, comment combattre ce phénomène loup solitaire? Alors, c'est très difficile à combattre dans la mesure où le loup solitaire ou l'individu isolé n'a pas de réseau en particulier, donc il est très difficile d'avoir des renseignements sur cet individu. C'est à la différence avec un commando qui peut être infiltré, mais donc qui a besoin d'une logistique. Et quand on saisit un bout de cette logistique, eh bien, on arrive parfois à remonter effectivement sur ces individus. Alors là, le loup solitaire, c'est extrêmement difficile, surtout que le potentiel donc d'individus pouvant passer à l'acte d'une façon isolée est énorme, et donc les forces de sécurité sont tout à fait insuffisantes en nombre, et on ne pourra jamais augmenter leur nombre indéfiniment pour pouvoir déceler qu'un individu va passer à l'acte, parce que heureusement, tous les individus qui présentent des revendications religieuses, politiques ou des désordres mentaux, ou les trois à la fois, eh bien, heureusement, tous ne passent pas à l'action, mais il faut essayer de trouver effectivement ceux qui représentent un risque maximum. Alors très rapidement, Faten Belghit, en 2 mots vraiment, parce que l'émission tire à sa fin. Que peut faire la communauté musulmane, par exemple ici aux États-Unis, face à ce phénomène du jeune loup solitaire? Je ne veux pas que la société américaine attend que la communauté musulmane fasse quelque chose de plus ou d'extra. Parce que déjà, affirmer ça et accepter cela, c'est comme si on est en train de blâmer tous les musulmans. C'est pas correct. On est là, on doit travailler ensemble. Si vous voulez demander un plus de la communauté musulmane, qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez, par exemple, qu'on s'espionne sur les autres musulmans entre eux? C'est pas aussi évident. Par exemple, le cas de Omar, il était interrogé 3 fois par le FBI. Il a acheté ses armes légalement. Je pense que les problèmes, c'est pas ses origines, sa religion, mais c'est le système qu'il a donné cette opportunité. Faten, malheureusement, l'émission, on doit clore l'émission. Point final à ce Washington Forum, réalisé avec les équipes de Washington et New York. Merci à nos invités, bien évidemment. Merci à vous, chers amis de la VOA, de nous avoir accueillis chez vous. C'était Jacques Aristide à New York. 1000 excuses pour les quelques couacs pendant cette émission. Je vous dis, take care.